Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci déjà de vous être connectés. Aujourd'hui, on va donc faire une présentation où on va tenter de vulgariser les projets européens et notamment l'instrument Transition, qui est un instrument très intéressant, qu'on soit connaisseur ou pas sur les projets européens, parce qu'il va vous permettre de financer un moment crucial dans le développement d'une technologie. Mais pour ça, on va vous demander de respecter quelques règles pendant le webinaire, tout simplement pour que ça se déroule le plus facilement possible. Donc déjà de couper vos micros. Si vous voulez participer, vous n'hésitez pas à intervenir, hein, vous pouvez lever la main, vous avez un petit icône en haut normalement. Et pour toutes vos questions, ça nous arrange que vous les posiez via Slido, comme ça fait un endroit où on va regarder. S'il y a une question qu'un collègue a posée qui vous fait écho, vous pouvez la liker, donc elle remontera dans les prioritaires. A priori, on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Et donc, vous pouvez aller sur Slido, soit en allant simplement sur le lien que vous trouvez Slido, enfin slide.do plutôt, avec le code EICTT, donc transfert technologique, ou alors avec votre portable, votre tablette, avec le QR code qui se trouve également là. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver sur pratiquement toutes les slides ce petit QR code et ce petit code si vous êtes déconnecté à un moment. Donc, on va d'abord vous faire une présentation de cet instrument, de l'EIC Transition. On va aller de plus en plus en détail. On va essayer d'être le plus simple possible. N'hésitez vraiment pas à poser des questions si les choses ne sont pas claires. Et après, on a la chance d'avoir Arnaud Cotet, que je salue, qui va intervenir tout à l'heure à 10h45 à peu près pour vous faire un retour, car il est expert évaluateur sur l'EIC Transition. Et vous pourrez également lui poser toutes vos questions. Donc, pour commencer, je vais présenter le PCN. Donc, alors, je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce que sont les PCN, c'est les points de contact nationaux, c'est-à-dire qu'on est là au niveau national pour répondre à vos questions sur les thématiques dont on est en charge. On est vraiment là pour renseigner de façon globale et pour faire redescendre l'information. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur certains appels de Horizon Europe, vous pouvez contacter vos PCN. Donc, pour les thématiques EIC, Pathfinder et Transition, on est 3. Donc, pour ma part, je suis Elsa Urquidar. Je suis la coordinatrice, c'est-à-dire que je suis à 100% sur cet emploi-là et je suis directement au ministère. Et pour ce travail, je suis accompagnée de Chiara Molinelli, que vous voyez également qui fait un coucou, qui est à 40% sur cet emploi-là et qui travaille sur le reste du temps à l'Université de Lille. Il y a aussi Laurent Vol, qui est également là, qui fait aussi un petit coucou et qui travaille, lui, il y a eu une prise de contrôle. Donc, merci de ne pas toucher, de ne pas prendre le contrôle pendant que je présente. Ça, je peux rien y faire, ça va revenir. Et donc, Laurent, je vais continuer la présentation en attendant, qui travaille à la Chambre des commerces de Bourgogne-Franche-Comté sur 60% de son temps et qui travaille les 40% restants en tant que PCN. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a une adresse générique, on a une page LinkedIn où on met toute l'information. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Alors, pour commencer, je vais faire une rapide présentation des différents mécanismes de dispositifs européens. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est pour qu'au moins vous compreniez dans quoi on s'inscrit. Pour résumer, toutes les politiques de l'UE ont un objectif commun, c'est de favoriser la croissance et l'emploi, mais également de faire face aux grands défis européens et internationaux, que ce soit au niveau sociétal ou économique. Et pour y arriver, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place. Donc, comme vous pouvez le voir, on a les fonds structurels. Les fonds structurels, ils vont soutenir des projets dans le cadre de grandes politiques européennes, type cohésion sociale, affaires maritimes, etc. Et c'est des fonds qui vont être gérés au niveau des régions. Donc, ça, on n'en parle pas aujourd'hui, mais au moins que vous voyez qui gère quoi. On a aussi, peut-être que vous connaissez, la politique agricole commune qui est gérée au niveau des États. Donc, vous avez, c'est un peu particulier, la PAC, parce que ça va se trouver au niveau de l'État, mais c'est aussi un fonds structurel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un niveau région, un niveau État-membre. On a aussi des programmes intergouvernementaux, par exemple le RECA, qui est une initiative de l'Europe. Vous connaissez peut-être la Banque européenne d'investissement qui va permettre notamment à l'UE d'investir dans des grands domaines prioritaires. Pour ceux qui connaissent l'accélérateur, vous en avez peut-être entendu parler.
et qui va permettre de mettre en place des stratégies d'investissement via, par exemple, le programme InvestEU. C'est un grand programme d'investissement qui a eu lieu et qui est toujours en cours. Et puis finalement, bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Commission européenne. La Commission européenne, elle va mettre en place et va exécuter les demandes de l'Union européenne également, enfin de l'organe de l'Union européenne, et elle est en charge de plusieurs programmes sectoriels, chacun avec ses propres objectifs. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler d'Erasmus pour la mobilité étudiante. Il y a aussi les programmes de fonds de défense, le programme Life Plus pour les projets innovants dans les thématiques d'environnement et de climat. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être Horizon Europe, que vous voyez, on a un peu mis en gras et souligné, qui est finalement le programme cadre pour la recherche et l'innovation et qui représente le plus gros budget, car il va être de 95,5 milliards d'euros pour 7 ans. Donc voilà, c'est un peu pour vous montrer comment ça marche. Et il n'y a pas que Horizon Europe, c'est plein de fonctionnements, de dispositifs qui sont complémentaires les uns des autres et qui sont gérés à plusieurs niveaux. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Horizon Europe qui est géré par la Commission européenne. Donc la première question que vous pourriez peut-être vous poser, c'est pourquoi je me tournerais vers les projets européens. On a trouvé 4 grands avantages, mais il y en a bien plus. C'est déjà le label d'excellence. Le fait de rentrer, d'obtenir un financement de la Commission européenne, c'est vraiment un label qui est reconnu, que ce soit par les stakeholders de votre domaine, que ce soit par les investisseurs, parce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite normalement de façon juste, qui est un label de qualité, qui est reconnu par des experts de votre milieu. On vous a fait confiance en vous donnant un investissement, donc c'est sûr que c'est un plus, ça vous permet de mettre le pied dans des financements, des subventions européennes à un niveau un niveau de rayonnement plus important. Et on sait que c'est même une certitude que c'est vraiment un plus pour les futurs financeurs et investisseurs. Finalement aussi, c'est vraiment très avantageux au niveau financier. On ne va pas se mentir là-dessus. C'est des subventions, donc ce ne sont pas des prêts. Vous ne devez pas rendre l'argent après. Hein. Vous devez bien sûr prouver que vous avez bien dépensé cet argent et vous allez devoir sûrement avancer petit à petit, mais ce sont des subventions. Et dans le cas des subventions qu'on va vous présenter, c'est des subventions à 100%. Donc que vous soyez une entreprise ou un organisme public, c'est le même taux de subvention. Je vais demander à la personne de bien vouloir couper son micro, s'il vous plaît. Si donc voilà, ça c'est quelque chose qui reste rare dans le secteur. Et puis, au niveau européen, ça va vous permettre de mettre le pied dans un réseau et donc d'augmenter votre zone d'impact, parce que lorsque vous rentrez dans le réseau européen, notamment l'EIC Transition, vous le verrez plus tard, vous allez bénéficier d'aides, d'invitations à des workshops, vous allez avoir des sessions de e-pitching pour vous aider à vous former, à vous améliorer. On va vous inviter à des événements d'envergure européenne sur votre thématique. Il y a vraiment un boost pour votre réseau et pour l'impact de votre entreprise qui est très important. Et finalement, on souhaitait mettre l'accent là-dessus, c'est complètement complémentaire des financements nationaux. Ce n'est pas parce que vous avez eu déjà des financements nationaux que vous ne pouvez pas prétendre au projet européen. Un projet dans une entreprise peut avoir plusieurs financements au cours de son développement. Le tout étant de s'assurer, bien sûr, de ne pas financer 2 fois les mêmes dépenses, mais ça me paraît être évident. Mais vous pouvez très bien avoir déjà eu un financement français, par exemple, qui vous permettrait notamment aussi de mettre un peu plus de crédibilité, de légitimité quand vous allez déposer en européen. Regardez, telle institution, tel financeur niveau national m'a déjà fait confiance. Et en tout cas, il faut simplement s'assurer qu'il n'y a pas de double financement, c'est vraiment ça. Mais ça peut vraiment être quelque chose de complémentaire et totalement envisageable. Donc nous, maintenant, on va faire un focus plus particulièrement sur Horizon Europe, le programme dont je vous ai fait part juste avant. On va avoir 4 grands objectifs dans ce programme cadre pour la recherche et l'innovation. Ça va être d'abord de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne. Ça va être également de stimuler sa compétitivité, y compris celle de son industrie, concrétiser les priorités politiques stratégiques de l'Union, mais aussi de contribuer aux problématiques mondiales. Donc, en fait, on va retrouver ces ambitions-là à travers tous les appels de Horizon Europe et qui vont également faire écho donc, aux appels de transition que vous allez retrouver bientôt. Donc, pour expliquer rapidement la structure d'Horizon Europe, c'est le programme cadre qui va durer de 2021 à 2027. Je vous montre rapidement en fait la structure qui est en 4 piliers.
qui fait écho aux objectifs que je viens de vous mentionner, donc c'est-à-dire le pilier 1, sciences d'excellence, pilier 2, problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, pilier 3, Europe plus innovante. Alors, c'est dans ce pilier-là qu'on est aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des PCN, comme j'ai pu le mentionner, dans tous ces piliers-là. Donc, vraiment, si vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a dans problématiques mondiales et compétitivité, ça peut toujours vous intéresser. N'hésitez pas à aller sur le site qu'on va vous fournir dans le mail de retour. Et en tout cas, aujourd'hui, on va se concentrer sur un des instruments du pilier 3. Vous avez également le pilier 4 qui est transverse parce qu'il fait écho à un peu toutes les thématiques des piliers, qui est d'élargir la participation et de renforcer l'espace européen de la recherche. On vous a mis un petit camembert pour représenter les financements. Donc, la plus grosse part est sur le pilier 2, mais on voit qu'il y a sur l'Europe innovante quand même presque 14 milliards d'euros, ce qui reste quand même une belle somme. Le Conseil européen de l'innovation, donc c'est vraiment l'organe où se trouve le transition. C'est l'objectif, comme le nom l'indique, ça veut dire de stimuler l'innovation, alors l'innovation de rupture, si on devait être plus précis, au niveau de l'Europe. Il va se mettre en place via un budget d'environ 10 milliards pour 7 ans, avec un programme de travail annuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un programme de travail annuel? C'est tout simplement les appels vont revenir chaque année. Ils peuvent être un peu différents, mais si un appel, par exemple, Open, Transition ou Pathfinder ou autre vous intéresse, il reviendra chaque année. On va avoir une priorité sur la deep tech, donc c'est-à-dire avec un investissement à long terme, avec des innovations multidisciplinaires et multisectorielles qui sont très risquées parce qu'elles vont être en rupture avec ce qui se fait actuellement, mais très risquées parce qu'elles vont aussi avoir un gain très important pour la société, pour l'économie, si ça s'avère être réalisable. Donc ça, c'est vraiment l'essence même du transition. Chiara y reviendra plus précisément après. Mais en tout cas, il faut vraiment garder ça en tête. C'est quelque chose qui se retrouve tout au long du transition. On va avoir un système hybride pour tous les instruments. Donc, vous pouvez voir les 3 instruments juste en dessous qui sont Pathfinder, Transition, Accélérateur. On va avoir des appels bottom-up, donc c'est-à-dire blanc. En fait, vous proposez la thématique technologique qui vous semble, dans laquelle vous travaillez, à condition toujours de respecter la philosophie, de proposer une innovation de rupture, d'être au bon niveau de TRL, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous les domaines technologiques. Et après, on va avoir des appels top-down, donc ça va être les challenges. Donc là, ça va vraiment être des appels thématiques. On va vous demander de répondre alors c'est assez large, mais on va quand même vous demander d'avoir une réponse dans un scope bien défini. Donc, pour concrétiser pourquoi le Conseil européen de l'innovation a été mis en place et comment il s'articule, je pense que vous êtes tous au fait du TRL, donc de l'échelle TRL. Donc, pour résumer, TRL 1, dans les grandes lignes, vous avez l'idée. TRL 3, vous avez une preuve de concept. On va dire que vous avez au niveau du TRL 5-6 un prototype déjà en place. Donc, le Pathfinder se situe sur les TRL les plus bas, mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être le transition qui va vraiment bien porter son nom, parce qu'il va faire la transition entre une preuve de concept et un prototype et une validation en milieu opérationnel. Donc, ce que je viens de vous présenter, le système hybride open et challenge, donc appel blanc et appel thématique, se retrouve dans tous les instruments, dont le transition. Et on va vous présenter plus dans les détails ce qui est attendu dans ces 2 instruments-là. Et qui se retrouvent donc, comme je l'ai dit précédemment, vu que c'est un programme de travail annuel, qui vont se retrouver chaque année. Avant tout, parce qu'on souhaitait vraiment s'adresser à toute personne ne connaissant pas particulièrement les projets européens. Alors, pour ceux qui connaissent, ça va vous sembler évident, mais c'est toujours bon de le répéter. Comment ça fonctionne un appel à projet européen? Vous avez un portail qui s'appelle le Funding and Tenders. On vous a mis un petit lien, mais vous le trouverez assez facilement. Vous allez trouver, chercher votre appel, l'appel qui vous intéresse. Donc, imaginons Transition Open. Vous allez créer une proposition. Donc là, vous allez arriver sur votre propre page. On ne va pas rentrer dans les détails de quelles sont les petites étapes. On va vous demander des infos, mais c'est quand même assez intuitif. On va vous demander en fait de compléter, de construire votre projet en respectant les conditions et le template de l'appel qui va être fourni à partir du moment où vous avez créé votre proposition. Donc, c'est un document Word. Après ce document Word, vous allez le remplir, le mettre en PDF. Vous allez remplir aussi, tout est en ligne. Hein. Vous allez remplir aussi les formulaires administratifs qui vont se trouver sur votre page de création d'appel, de proposition. Et après, vous allez toujours en ligne sur cette même page valider et soumettre votre proposition avant la date limite qui est indiquée. En plus, vous avez un petit décompte pour vous dire combien de jours il vous reste avant la deadline. Donc, c'est très intuitif.
Une fois que c'est soumis avant la deadline, vous allez avoir une étape tout simplement d'attendre. Il y a des actions de votre part qui peuvent être nécessaires en différentes étapes d'évaluation suivant les appels, ça peut être le cas. En tout cas, là, vous devez juste attendre jusqu'à ce que vous ayez une notification pour vous dire il se passe quelque chose sur votre compte, allez voir. Et si votre projet est financé, donc vous allez recevoir une notification. Également, si vous n'êtes pas financé, vous recevrez quand même une notification. Vous allez rentrer dans une phase qu'on va appeler la contractualisation de la convention de subvention, parce que c'est la convention de subvention qui va faire office de contrat, et votre projet scientifique, donc le fichier PDF que vous avez uploadé, va être une annexe de ce contrat-là. Et après, vous allez tout simplement débuter votre projet, on va dire dans les 6 mois normalement, après la réponse positive de votre projet, et vous recevrez un préfinancement. Alors, je ne vais pas vous donner un chiffre parce que ça dépend de l'appel. Un préfinancement, on va dire 1 mois avant le début, qui vous permettra d'amorcer et de commencer votre projet tranquillement. Donc voilà, c'est pour faire un résumé, pour vous expliquer dans quelle temporalité et comment ça va se construire. Et du coup, je vais passer la parole à Chiara. Oui, merci. On continue pour en rentrant un peu plus dans le détail de cet instrument qui est le IC Transition. Donc, comme Elsa vient de l'expliquer, quand on répond à un appel à projet européen, donc un appel à projet EIC Transition, on n'est pas en train de négocier en amont lors du montage du projet avec le financeur. Le principe pour Horizon Europe, effectivement, c'est de répondre à un appel à projet avec un cahier des charges très précis, des critères d'évaluation sur lesquels sûrement Arnaud Côté reviendra tout à l'heure et qui vous permettront qui permettent en fait de bien comprendre la philosophie de façon à que votre projet s'inscrive bien dans l'appel à projet. Parce qu'il sera donc évalué de façon indépendante par des pairs. Et donc là, on ne va pas vous présenter la philosophie précise, l'appel à projet précis et ses transitions. Vous pourrez retrouver le replay du webinaire que nous avons fait en fin février, début mars, sur le IC Transition et qui reprend bien tout l'appel à projet. Ici, on voulait prendre le problème, la question dans le sens inverse, c'est-à-dire vous proposer de vous demander, de vous poser les bonnes questions, entre guillemets, pour savoir si l'instrument transition de l'EIC est fait pour vous, pour votre projet. Donc, en premier lieu, il nous semble essentiel de vous demander si vous êtes en train de développer une technologie qui soit vraiment de rupture, en rupture avec l'état de l'art, en rupture avec ce qui existe déjà sur le marché, qui soit vraiment game changing, on peut dire, qui change vraiment les règles du jeu, qui soit capable de créer du marché en répondant à des besoins, mais d'une façon totalement nouvelle et innovante par rapport à l'existant. Aussi, comme l'a déjà dit Elsa, êtes-vous à un stade où une preuve de principe, on peut dire, une preuve de concept existe déjà pour la technologie que vous souhaitez développer? Donc, vous êtes déjà à un stade où une validation de laboratoire a eu lieu. Mais, en même temps, le développement ultérieur de votre technologie reste toujours trop risqué pour que des investisseurs privés soient tirés et que financent l'avancement sur l'échelle TRL, on va dire, vers la mise sur le marché de votre technologie. Est-ce que vous avez en même temps besoin d'un financement à la fois pour dérisquer votre technologie et aller vers la mise en place d'un prototype, comme le disait Elsa, donc monter vers les TRL 5-6, et en même temps, vous avez l'intention, le besoin d'établir un business plan solide, crédible, pour aller dans le futur vers la commercialisation du projet. Et donc, tout cela s'inscrit dans une vision précise de vos besoins actuels et futurs. Ça, c'est les points de check qu'il est important de bien vérifier et dans lesquels il est important de bien s'inscrire pour savoir si la transition est fait pour vous. Le dernier point sur lequel on reviendra dans une ou deux diapositives, c'est que les résultats que vous voulez exploiter dans votre projet soient éligibles à l'EIC Transition. On va vous expliquer plus dans le détail dans une minute.
Je reprends juste un petit instant pour vous redire qu'il existe deux typologies d'appels EIC Transition. Une typologie transition open, donc un appel à projet non thématique. Tous les domaines scientifiques et technologiques sont admis, sont les bienvenus. Il n'y a pas de restriction entre guillemets. Le deuxième typologie s'appelle challenges, donc des défis qui sont lancés. Il s'agit d'appels à projets thématiques qui portent donc sur un défi technologique plutôt qui est bien précis, bien circonscrit par l'appel à projet. Tous les ans, donc sur la base du programme de travail annuel qu'Elsa vous a expliqué, les défis changent. Cette année, par exemple, en 2023, les deux vagues, on va dire, d'appels EIC Transition Challenge doivent répondre aux 3 challenges qui sont listés en bas de la diapo, ici. Le premier qui porte sur les micro-nano-bio-devices pour la médecine, un défi qui s'appelle intelligence environnementale, et le troisième, c'est pour les frequency combs optiques sur puce. Ça, c'est un exemple. L'année prochaine, ces défis seront différents, bien entendu. Pour que ça puisse être plus clair, plus concret, on vous porte ici l'exemple de 3 projets EIC Transition sélectionnés. Le premier s'appelle SheSense. C'est un projet monobénéficiaire coordonné par Cision Medical Limited et qui vise le développement d'un test précis et non invasif qui permette de diagnostiquer de façon plus facile et précoce l'endométriose chez une patiente. Le deuxième exemple qu'on veut vous porter, c'est un projet qui s'appelle MOS, Molecular Storage System, porté par un consortium de 2 partenaires et coordonné par l'entreprise Elixworks Technologies Limited, et qui vise le développement de nouvelles techniques de synthèse enzymatique qui peuvent réduire considérablement le coût de la synthèse de l'ADN. Le troisième s'appelle WH2E, qui est un projet monobénéficiaire coordonné par Switch Energy et qui va développer une façon innovante de convertir la chaleur résiduelle de faible qualité en énergie électrique. Donc, on vous présente ici un extrême synthèse, le point central de ces projets. On ne devine pas précisément la technologie qui est développée, mais on peut tout de suite percevoir l'étendue du challenge, donc on va dire l'innovation qui est portée par ces projets et le bénéfice pour la société, dans un esprit high risk, high gain, comme on dit, donc des projets à très haut risque, mais à fort potentiel de bénéfice. On revient maintenant sur les critères d'éligibilité du programme EIC Transition. Je viens de parler de projets monobénéficiaires ou avec 2 partenaires, et c'est parce qu'effectivement, les projets EIC Transition peuvent être portés par une seule entité juridique établie dans un État membre ou pays associé, une entreprise qui soit au maximum une PME. Des grandes entreprises ne peuvent pas être monobénéficiaires d'un EIC Transition. Ils peuvent aussi être portés par des consortiums de 2 entités établies dans 2 pays membres ou associés différents, ou encore portés par des petits consortiums de 3 jusqu'à 5 maximum entités établis dans minimum 3 pays membres ou États associés. À savoir, 53% des projets lauréats sont portés par une seule entité juridique, qui est souvent une entreprise. Pour comprendre un peu aussi la taille des projets en termes aussi financiers, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros et qui sont, dont les coûts sont éligibles et financés au remboursement à 5% d'une durée d'environ de 12 à 36 mois. Et, dernier point
très important sur les critères d'éligibilité de l'EIC Transition. On revient sur quelque chose que j'ai anticipé tout à l'heure. Il faut que les transitions s'appuient et développent des résultats obtenus dans le cadre d'appels à projets précédents et qui soient éligibles. Donc, il faut inclure et s'appuyer sur des résultats éligibles à l'appel à projet transition. Donc, premier point, il faut être propriétaire des résultats issus d'un appel à projet européen ou avoir l'autorisation d'exploiter les résultats, la propriété intellectuelle de résultats issus d'un projet européen. Cela ne veut pas automatiquement dire qu'il est nécessaire d'être membre du projet initial sur lequel le projet transition s'appuie. On peut ne pas être membre du projet initial, mais être propriétaire ou avoir l'autorisation d'exploiter les résultats de ce projet initial. Le projet initial, le projet d'appui, on peut l'appeler, doit être fini depuis moins de 24 mois, donc moins de 2 ans, ou avoir commencé il y a plus de 12 mois. Donc, en gros, c'est un projet qui est déjà bien entamé, mais pas terminé depuis très longtemps. Et pour conclure, on vous met ici la liste des appels à projets éligibles qui sont là, en particulier notez que donc c'est les résultats des EIC Pathfinder en cours ou terminés, de projets H2020 FET Open, qui était un peu le précurseur du Pathfinder, d'autres projets de type FET Proactive, Flagship, ERANET, nouveaux, des projets issus de l'European Defence Funds sont éligibles et aussi sont éligibles les résultats des projets ERC, Proof of Concept. Nouveau pour cette année, mais uniquement pour les EIC Transition Challenges, cette liste est ouverte et étendue aux résultats issus de tous les projets d'Horizon 2020 et Horizon Europe. Donc, la liste des appels éligibles n'est pas limitée à celle-ci, mais elle est ouverte pour les Transition Challenges. On va maintenant vous expliquer comment identifier un projet éligible à maturation et pour cela, je laisse la parole à Laurent pour la suite de la présentation. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, vous l'avez vu, Chiara vient de l'expliquer, les projets EIC Transition doivent se baser sur les résultats d'un projet antérieur. Et vous l'avez vu aussi, vous n'êtes pas nécessairement nécessaire que vous ayez été membre de ce projet antérieur, ou vous ayez pris part. Vous pouvez aussi très bien valoriser, maturer, je dirais, au sein d'un EIC Transition, des résultats qui ont été développés par d'autres, à condition que vous puissiez donc justifier de la propriété intellectuelle ou d'un usage de ces résultats. Alors, comment identifier un projet qui est éligible à maturation? Il y a plusieurs possibilités pour ça, plusieurs outils. Déjà, une toute première possibilité, plusieurs outils de recherche, mais avant de rentrer dans les outils de recherche, une toute première possibilité, c'est que déjà, à chaque appel à projet, la commission publie aussi la liste des appels à projets dont sont issus les projets qui sont éligibles. Donc ça, c'est déjà une première indication. Deuxième indication, des outils. Donc on va vous parler de 3 outils aujourd'hui. L'outil Innovation Radar, l'outil ERC Data Hub et puis une plateforme Horizon Results qui, je dirais, peut-être dans un troisième temps, peut-être pas aussi importante que les 2 premières, mais peut être aussi un bon vecteur d'identification. Alors, l'Innovation Radar, alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, peut-être qu'il devrait le fermer si j'arrive à... Ah, merci. Alors, l'Innovation Radar, c'est quoi? Donc, l'Innovation Radar, c'est un outil qui a été mis en place par la Commission européenne il y a quelques 2-3 ans de mémoire, et qui a pour objectif, je dirais, d'identifier donc des résultats de projets, alors pas uniquement pour
pour le lycée Transition, hein. Ça a permis d'identifier les résultats de projet de manière plus globale pour à la fois les identifier d'un point de vue géographique sur une carte et aussi, je dirais, de savoir quelles sont les différentes équipes en Europe qui sont actives sur les différents secteurs d'activité ou disciplines scientifiques. Alors, cet Innovation Radar, hein, qui, comme je le disais, existe depuis quelque temps, a mis en place un partenariat avec l'EIC et permet, et je vais vous montrer comment, d'isoler tous les projets qui sont, dont les résultats sont éligibles pour le l'EIC Transition. Il y a même, vous verrez un petit bouton qui permet d'isoler encore plus les projets qui sont éligibles pour le prochain call EIC Transition de septembre. Donc, ce radar d'innovation, on va le dire en français, utilise donc un moteur de recherche qui est adapté aux différents appels et qui permet aussi un classement des résultats en fonction de la date d'analyse. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'Innovation Radar ne fait pas que publier les résultats de projet. Ces résultats ont été analysés de façon je dirais, à vraiment focaliser sur des projets dont les résultats sont exploitables. À la différence, on verra tout à l'heure, du dernier outil que je vous présenterai. Alors, un tout petit bémol, enfin qui n'est pas si petit, mais enfin, c'est un bémol, c'est que pour l'instant, dans cet Innovation Radar, vous n'avez pas encore les résultats de l'ERC Proof of Concept ou de certains ERANET ou des résultats du Fonds européen de défense qui font partie des typologies de projets éligibles que Chiara vient de mentionner. Mais on verra que pour ce qui est des ERC POC, il y a un autre outil. Les ERANET, ça reste quand même un nombre de projets limités, ainsi que sur le Fonds européen de défense, là aussi, on n'est pas rentré dans les détails, mais c'est aussi un nombre de projets limité. Donc là-dessus, on pourra éventuellement revenir vers vous pour établir la liste des projets en question, si nécessaire, en fonction de vos centres d'intérêt. Alors, comment fonctionne l'Innovation Radar? Donc, vous allez sur l'adresse qui apparaît, innovationradar.eu, ou vous tapez Innovation Radar dans un moteur de recherche. Et ensuite, vous allez voir que apparaît dans le menu en haut. Alors, ça vous voyez, hein, donc cet Innovation Radar, il a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs menus qui permettent aussi d'explorer en fonction des différents niveaux de maturité tous les résultats de projet, mais vous avez de manière encore plus simple, plutôt que d'aller tâtonner, je dirais un onglet sur la frame en haut qui s'appelle EIC Transition et sur lequel il vous suffit de cliquer pour arriver sur la page suivante. Donc sur cette page, vous arrivez en fait sur un moteur de recherche, lequel moteur de recherche vous permet donc de trier par niveau de maturité, pays, et également vous pouvez, avec le petit bouton que je vous présente là, sélectionner tous ceux qui sont éligibles au prochain cut-off. Vous pouvez donc également, vous voyez sur les résultats, alors ça c'est la partie moteur de recherche en haut de l'écran. En bas, je vous ai mis les premiers résultats qui apparaissent. Donc on a 1125 projets éligibles pour être maturés au travers de l'EIC Transition. Donc vous voyez que apparaît à chaque fois le niveau de maturité de la technologie, en fonction, je dirais, de son éloignement au marché, et puis la date des différents cut-off éligibles pour le lycée Transition. Et à la limite, si vous ne voulez pas vous embêter à regarder cette date, mais que vous voulez vraiment focaliser sur le prochain, le petit bouton en haut vous permet d'y accéder. Alors, si je clique par exemple sur un des projets, donc Smart Hybrid Neurosilico Compound Device for Drug Discovery. Vous voyez, donc on a pris cet exemple hein, d'un projet qui est ici, qui a été mené par des équipes françaises et suisses. Donc, vous voyez la description du projet, sa localisation géographique, et ensuite, vous voyez ce qui est appelé les Key Innovators, c'est-à-dire c'est-à-dire
les deux partenaires qui étaient impliqués dans ce projet. Alors, il vous suffit de cliquer sur le partenaire que peut-être que vous êtes amené à connaître ou vous souhaitez contacter, et vous avez la possibilité de joindre ce partenaire au travers du... Alors, on va cliquer, enfin on va virtuellement cliquer pour passer... voilà, donc là, par exemple, vous avez le CNRS, donc vous voyez aussi les autres. Alors, c'est pas forcément un exemple le plus facile vu le nombre de projets déposés par cet organisme, mais vous avez également les autres projets auxquels ils ont participé. Et si je reviens en arrière sur ma slide précédente, qui ne veut pas, si voilà, vous pouvez donc en cliquant aussi sur comment dirais-je, le partenaire en question, joindre ce qu'on appelle son LIR au travers, et là, je vais vous montrer, voilà, au travers je dirais du portail Funding and Tenders. Alors, le portail Funding and Tenders, c'est le portail unique pour tous les appels à projets européens pour déposer, répondre à un appel à projet européen et ensuite suivre l'évolution de votre proposition et sa contractualisation et la vie du projet. Et c'est aussi l'outil qui vous permet de contacter les bénéficiaires antérieurs de projets européens tout en respectant les règles du RGPD. C'est pourquoi vous n'apparaissent pas dans ces outils qu'on vous présente aujourd'hui le nom en direct euh, je dirais, du chercheur derrière la technologie, mais vous allez pouvoir contacter ce qu'on appelle un LIR. Alors, le LIR, c'est pas le roi, hein, c'est la personne mais c'est un petit peu le même rôle. C'est la personne qui est chargée de mettre à jour l'ensemble c'est le référent administratif, voilà, on va trouver un nom, le référent administratif vis-à-vis des appels à projets européens, vis-à-vis de tous les programmes européens d'un organisme donné. Donc c'est lui qui est chargé, je dirais, de mettre à jour les données administratives et financières d'un organisme sur ce fameux portail qui est à l'écran. Et c'est lui aussi qui dispatchera vers le responsable projet votre message. Donc, vous pouvez contacter le responsable du projet. Alors, c'est un des moyens de le contacter. Parce que, bien entendu, une fois que vous avez identifié aussi, grâce à l'Innovation Radar, un projet qui est éligible à maturation, vous pouvez aussi aller regarder via les moteurs de recherche classiques sur Internet si ce projet n'a pas, ce qui est souvent 99% des fois a eu son propre site internet pour la dissémination, et donc vous avez moyen aussi de retrouver les chercheurs à la base de ce projet, peut-être de manière parallèle au fait de contacter le référent administratif ou LIR de l'entité concernée. Donc voilà un moyen, grâce à l'Innovation Radar, de détecter des projets qui sont éligibles à maturation au travers de l'EIC Transition, et une fois cette sélection faite, de contacter les personnes qui ont été responsables de ces projets. Alors, sachant que là, je fais une petite parenthèse, mais pouvez avoir, dans certains cas, la dissémination, l'exploitation, je dirais, au travers, et le transfert de technologie au travers d'un EC de transition sont déjà planifiés par les organismes qui ont été dans le projet d'origine, soit via la création d'une spin-off, soit via un partenariat déjà établi. Mais dans de nombreux cas, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, il y a possibilité de nouer une coopération de transfert entre l'organisme de recherche ou les organismes de recherche impliqués et vous-même, si vous êtes peut-être une société de transfert de technologie, ou voire même une start-up qui aurait besoin de compléter son portefeuille de technologie. Dans les exemples, je fais encore une toute petite parenthèse et je me dépêche, dans les exemples cités par Chiara tout à l'heure, on a le cas d'un porteur de projet qui n'était pas qui avait sa propre technologie et qui est allé rechercher une technologie complémentaire issue d'un laboratoire ayant participé à un projet éligible. Et c'est en ayant passé je dirais un contrat de partenariat avec cet organisme que l'entreprise a déposé en monobénéficiaire, pardon, un projet EIC Transition. Donc, vous voyez, ce n'est pas de la théorie,
c'est faisable et c'est possible de manière à compléter les connaissances. Le ERC Data Hub, je repasse la parole à Chiara, mais je vais conserver le... Ah ben, j'ai pu prendre le contrôle, ok, voilà. Oui, pardon, du coup, j'ai pris le contrôle, excuse-moi. Mais très rapidement, puisque, comme Laurent vous l'a dit, les résultats de l'ERC Proof of Concept ne se trouvent pas sur Innovation Radar, mais vous pouvez les trouver dans une autre plateforme, sur une autre plateforme qui est le ERC Data Hub. Donc, petite parenthèse, je ne sais pas si tout le monde ici sait ce que c'est l'ERC, le European Research Council. Donc, le Conseil européen de la recherche est le premier organisme européen pour le financement de la recherche exploratoire d'excellence. Donc, la mission est de financer, d'encourager la recherche excellente, de la plus haute qualité, grâce à des financements très généreux, très compétitifs, pour soutenir la recherche exploratoire basée uniquement sur l'excellence des projets qui sont proposés. Donc, c'est des financements pour des chercheurs uniques, on va dire. Donc, c'est le chercheur qui est financé, une seule institution qui est financée, via 4 typologies principales, 4 programmes principaux qui varient, qui vont en fonction de l'expérience, on va dire, de l'âge d'expérience du chercheur, principal investigator. Donc, c'est les ERC Starting, Consolidator, Advanced et Synergie, s'il y a des financements qui prévoient plusieurs chercheurs. Qu'est-ce que cela a à voir avec le Proof of Concept? Donc, pour aller un peu plus loin en termes de TRL et arriver à une preuve de concept des résultats de ces programmes ERC, Starting, Consolidator, Advanced et Synergie, l'European Research Council a créé le financement Proof of Concept, dont les résultats peuvent être, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à la base de projets EIC Transition. Donc, dans l'ERC Data Hub, c'est l'outil qui vous permettra de trouver les données concernant les projets financés par le Conseil européen de la recherche. Donc, on y trouve tous les projets financés par l'ERC sous le programme de cadre 7, sous Horizon 2020 et sous Horizon Europe. On peut filtrer les projets financés par type de subvention, par pays, panel, budget, année. On peut les visualiser de différentes façons. On vous le montrera dans la prochaine diapo. Et aussi, on peut exporter des graphiques et des statistiques. Voilà comment ça se présente, le ERC Data Hub. C'est un peu le point central où on retrouve tous les projets ERC. On peut filtrer via le menu de gauche par type, et donc en particulier ici, on sera intéressé à filtrer les projets ERC Proof of Concept, POC. Par pays d'origine, on peut soit filtrer en cochant des cases, soit en naviguant sur le plan. C'est assez user-friendly, on va dire, assez intuitif comment naviguer. Il y a différents modes d'affichage, donc on peut obtenir, une fois qu'on a filtré, une liste, une carte interactive ou des modules statistiques. On obtient donc la liste des subventions, mais on peut aussi obtenir une liste d'institutions hébergeantes dans le projet. Donc, concrètement, quand on sélectionne, par exemple, un projet, on porte ici l'exemple du projet qui s'appelle Applic-Ion. Donc, on voit effectivement la carte interactive des institutions. On retrouve une petite synthèse du titre, acronyme, le résumé du projet, c'est ce à quoi on a accès. Mais surtout, ce qu'on trouve, c'est le nom du principal investigator, donc du chercheur bénéficiaire du projet, du chercheur ou de la personne bénéficiaire du projet.
la typologie, donc le financement, et surtout la période de début et de fin du projet, la date de début et la date de fin du projet, qui permet de connaître l'éligibilité pour le dépôt d'un EIC transition futur, par exemple. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut prendre contact directement, non pas avec le LIR, comme dans l'Innovation Radar que vous a expliqué tout à l'heure Laurent, mais avec directement le chercheur qui est à l'origine de ce projet. Ce qui est intéressant donc pour établir des contacts scientifiques, des collaborations, etc. Et je laisse à nouveau la parole à Laurent pour le troisième instrument. Alors, très rapidement, parce que le temps tourne, et c'est la parole à Arnaud Côté. Le Horizon Results Platform, alors c'est quelque chose de complémentaire à l'Innovation Radar que je vous ai présenté tout à l'heure. L'objectif, c'est de devenir aussi une plateforme de référence pour la valorisation des résultats issus de projets financés, R&D financés par la Commission européenne. Mais aujourd'hui, c'est une plateforme qui est comment dirais-je, qui est complétée de manière volontaire par les bénéficiaires pour disséminer leurs résultats, pour permettre à ces parties prenantes je dirais, les parties prenantes qui sont ce qu'on appelle les stakeholders aussi, qui sont les différentes personnes à qui s'adressent ces résultats, que ce soit des utilisateurs finaux ou autres, de rentrer en contact avec les bénéficiaires. Donc, vous êtes parmi potentiellement ces parties prenantes qui peuvent utiliser ces résultats pour les faire maturer au travers de l'EIC Transition. Et donc, il y a également dans cette plateforme Horizon, la différence de l'Innovation Radar, je dirais, qui elle, est plutôt une plateforme d'identification des projets de manière exhaustive et qui sont, je dirais, validés par les services du Centre de recherche commun de la Commission européenne. La plateforme Horizon Results est quelque chose qui est à l'usage des déposants de projets, enfin des bénéficiaires de projets, pour valoriser leurs résultats. Donc, les deux sont complémentaires. Vous avez l'adresse que je vous ai mise dans la slide. On t'entend plus, Laurent? Oui, ton micro a coupé, Laurent. Ah, je ne sais pas. Et vous m'avez entendu juste avant? Ta dernière slide, la fin de la dernière slide, on n'a pas entendu. Mais, non. Bon. Si, on t'a entendu tout à l'heure. Celle-ci, voilà. Ben, il n'arrête pas de se couper dès que quelqu'un prend la parole. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc, alors ça, du coup, ça m'a fait perdre mon fil, mais c'est pas grave. Donc, vous cliquez sur Search All et donc vous arrivez, alors par exemple, vous arrivez sur des différents résultats de projet. Là, j'ai chanté un peu une étape pour aller plus vite. Là, j'ai déjà cliqué sur un des projets que le Search All va me faire apparaître et vous voyez que vous avez encore une fois sur la gauche des moteurs de recherche de filtre, de filtrage par pays, par type de besoin du bénéficiaire, par type de données. Des liens éventuels avec l'une émission d'Horizon Europe. Et là, par exemple, ici, j'avais fait un filtre pour vous montrer sur tous les projets qui recherchent une expertise en transfert de technologie et qui sont prêts à transférer leur propriété intellectuelle et qui sont arrivés à un niveau de TRL entre 2 et 3. Donc voilà, en fait, vous avez ensuite, en cliquant un peu plus de détails sur le projet, et là, vous avez la possibilité, alors c'est le côté plus intéressant que le Innovation Radar, c'est que vous pouvez contacter non pas le LIR, c'est-à-dire le référent, mais directement la personne principale du projet. Simplement, voilà, ces résultats ne sont pas vérifiés par la commission, c'est mis à la disposition des déposants. Donc, il convient peut-être de faire un croisement entre les données des différents outils dans le cadre de votre recherche. Voilà, je repasse la parole à Elsa qui va conclure cette partie et ensuite nous passerons la parole à Arnaud Côté. Oui, merci Laurent. On va conclure rapidement pour que Arnaud puisse
prendre la parole. Mais en soi, là, ça va être juste des infos complémentaires. Le plus gros a été présenté. On va vous présenter rapidement 2 aides auxquelles vous pouvez prétendre si vous souhaitez déposer un transition. Donc, on a d'abord, ces 2 aides de BPI France, on a d'abord ce qui est appelé le DIAG Europe. Donc, c'est le fait de vouloir déposer en tant que PME un projet bénéficiaire dans le cadre d'un projet européen. Donc, ils font beaucoup de IC Accelerator, si vous connaissez, c'est donc l'étape d'après. Mais c'est également éligible pour les entreprises, les PME souhaitant déposer en monobénéficiaire un projet transition. Donc, on vous a mis le lien, vous pouvez aller vous renseigner, en tout cas, à voir dans le détail, mais ça vous permet donc de prétendre à un financement d'une boîte de consulting, d'un consultant, pour monter votre projet. Et si vous souhaitez coordonner un projet en tant que PME, ETI, start-up, coordonner un projet, bon, ce qui sous-entend dans un consortium, dans le cadre d'un consortium, il y a, on va dire, un pendant aussi à BPI qui s'appelle le DIAG PTI, qui veut dire Partenariat Tech International, où les transitions sont également éligibles. Donc, n'hésitez pas, il y a le lien pour aller vous renseigner sur les étapes à faire, tout simplement. Et donc, vous pourrez aussi prétendre à un accompagnement individuel avec un expert, une aide à la négociation de l'accord de consortium, etc., etc. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, ça ne coûte rien d'aller vous renseigner, ça peut toujours vous faire un plus, la condition étant d'être une start-up, une PME, ou pour le DIAG PTI, une ETI. Et finalement, je voulais juste vous parler d'un événement qu'on organise en juin en présentiel à Paris. Donc, c'est un événement qui va s'axer pas sur le transition, mais sur le IC Pathfinder. Mais il y a la présence de 2 programmes managers. Les programmes managers, donc, ils sont en charge, comme l'a dit Chiara, des appels challenge, mais des appels challenge Pathfinder, transition, accélérateur. Donc, dans tous les cas, ces personnes, ce sont des personnes qui connaissent très bien le transition. Elles seront là pour présenter leur rôle au quotidien, comment sont construites les feuilles de route, et il y aura une table ronde où vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir, même si vous pensez déposer un transition. Ça vous permettra de comprendre de façon assez transverse la philosophie du Conseil européen de l'innovation, ce qui est attendu et comment ça fonctionne en interne pour les programmes managers qui vont être ceux qui vont sélectionner votre projet. Même si cette année, par exemple, Ivan Stefanik se charge d'un challenge transition cette année, qui est l'intelligence environnementale. Je ne sais plus, j'ai plus en tête si Stella Kachouvas en charge d'un, mais l'année prochaine, comme les challenges changent chaque année, il est possible qu'elle en ait un. Donc, dans tous les cas, c'est intéressant de pouvoir comprendre comment il fonctionne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à titre informatif. Ou à revenir vers nous si vous avez des questions. Et comme l'a dit Chiara, il y a aussi le webinaire de notre présentation de l'EIC Transition plus en détail, parce que là, on a essayé d'aller assez vite finalement. Vous pouvez vous dire c'est déjà assez complet, mais il y a tous les détails des étapes d'évaluation, des critères d'évaluation. Tout ça, si ça vous intéresse, c'est dans un webinaire qui est en replay. Et là, à la fin, on vous a mis une petite slide avec toutes les infos utiles qu'on vous laissera aller checker de votre côté pour avoir une sorte de petite bibliothèque. Mais je vais m'empresser de donner la parole à Arnaud. Encore merci pour la patience. Oh non, pas de problème. The floor is yours. Vous m'entendez bien? Oui. Ça marche. Alors, attendez, je vais partager ma présentation. Ah, voilà. Par contre, là, je me suis perdu. Où est-ce que c'est? Alors, je crois que c'est ça. On va voir. Est-ce que vous voyez ma présentation ou pas? Oui. Oui. Ça marche. Si je bouge, ça bouge. Oui, si c'est je bon. bouge, c'est bon. C'est parfait. D'accord, parfait. Donc, alors moi, je m'appelle Arnaud Cotet, donc je suis à la fois évaluateur. Donc déjà, je vous remercie de m'avoir invité, puis je salue tout le monde, tous et toutes. Donc moi, je suis évaluateur et membre du jury sur le forum Transition. En fait, très récemment, il y a quelques années, avant, il y avait l'évaluation qui était juste sur une étape, c'est-à-dire qu'en fait, vous soumettez un dossier et nous, on devait l'évaluer. Il a été décidé en fait de rajouter justement une étape qui est l'interview, qui en fait en fait l'objet d'un webinaire. Donc là, j'ai plutôt essayé de me concentrer sur la vue un peu que l'on a, nous, les membres du jury, par rapport à ce programme Transition. Alors, dans un premier temps, en fait, on dit vraiment ce qu'on a besoin, nous, en tant que membres du jury, c'est d'avoir des technologies qui sont vraiment innovantes,
qui sont sur un risque quand même assez élevé. Alors, je vais vous faire un petit peu sourire, mais on oublie souvent que les objets actuels qui sont devenus des commodités, comme ce soit la voiture, le vélo, la télévision ou même le téléphone, à l'époque, c'était vraiment les deep tech de l'époque. Si vous y étiez à la fin du 19e siècle, vers 1880, et si les projets européens avaient existé, un des gros challenges qu'il y avait dans les villes, c'était de se débarrasser des tonnes de crottins de cheval, en fait, qui pullulaient un peu partout. Et là, si on avait eu des projets européens, la voiture aurait été une solution. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Avec l'adoption de la voiture, il y a eu beaucoup moins de crottins de cheval dans les villes, mais c'était vraiment un problème réel. Alors, il faut savoir qu'en fait, au niveau de transition, le IC, donc European Innovation Council, il n'est pas tout seul. Hein. Il a un board qui va l'aider en fait à gérer, à un peu régler les stratégies. Il est souvent composé d'entrepreneurs, d'investisseurs. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une différence entre ceux qui déposaient des dossiers qui faisaient partie plutôt du monde scientifique, ceux qui faisaient partie du monde industriel. Il y avait une aisance, on sent l'aisance, c'est vraiment des entreprises par rapport à gérer des scientifiques, où lorsqu'il faut parler business, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que petit à petit, ils vont mettre en fait justement des programmes qui vont aider ces scientifiques à avoir un peu un vernis industriel. On a parlé justement des programmes managers qui, en fait, on s'est un peu inspiré du mode DARPA, hein, qui est aux États-Unis, où ces programmes managers vont un peu regarder quelles vont être les tendances futures, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser un peu au bruit faible, au faible bruit, et de proposer en fait un programme, une roadmap, hein, justement de projets et de challenges à venir sur les 10-15 prochaines années qu'il faudra, justement, on aura besoin de chercheurs et d'entreprises pour essayer de satisfaire à ces besoins, à ces challenges. Alors, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est que cette vallée de la mort, hein, c'est que au niveau transition, on passe de la recherche basique un peu à le côté, je dirais, marché, innovation, et on va essayer de répondre en fait à des problèmes qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont aussi orientés business. Donc, c'est pour ça que l'objectif du programme transition, c'est qu'on va regarder, on va maturer, hein, on va partir, on verra après d'un certain niveau de TRL, mais on a besoin en fait que ceux qui déposent les projets lors de l'interview, par exemple, nous montrent qu'en fait, il y a quand même une stratégie business qui est derrière, et donc l'un est aussi important que l'autre. Donc là, on va quitter un peu le FET ou le RC, qui est plutôt jusqu'à TRL3, qui est vraiment très orienté technologique, pour en fait maintenant commencer à glisser vers le marché. Là, on a vu que la transition aidait d'un point de vue, je dirais, marché technologique, hein, on est vraiment dans cette vallée de la mort, mais c'est surtout au niveau financier, parce que comme vous le savez, entre TRL4 et TRL6, on va passer en fait d'un TRL qui est vraiment de bas niveau à une preuve de concept qui se rapproche en fait d'un produit, et on se retrouve avec deux difficultés. Donc la première, c'est financière, mais surtout la deuxième, c'est industrielle, et c'est ce que les Américains regardent de plus en plus en fait dans leur programme. C'est que c'est bien beau d'avoir une preuve de concept, hein, d'arriver à TRL6 et TRL7 avec une belle preuve de concept ou un produit presque fini. Mais si ça coûte une fortune, je dirais, à fabriquer, ça ne va pas servir à grand-chose puisqu'en fait, le prix de vente sera beaucoup trop élevé. Donc, au niveau, nous, des membres du jury, on va regarder un peu justement ce côté fabrication. Alors, ce n'est pas la peine de venir avec un plan d'usine et autres et tout ça, mais on est quand même très sensible à ce que vous allez nous proposer justement, si vous avez un peu réfléchi au niveau fabrication. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup, puisque avant d'avoir le programme transition, beaucoup de sociétés en fait s'arrêtaient à TRL3. Donc, ils arrêtaient à ERC, ils faisaient des fêtes. Et en fait, au niveau européen, on s'est retrouvé avec un catalogue, je dirais, de technologies d'invention, qui est maintenant, pour après, c'est une marketplace, en fait, qui n'a jamais été plus loin. En fait, les gens s'arrêtaient à TRL3. Et c'était la raison de transition, c'était en fait, ça avait un petit peu un effet pervers. Et c'est qu'est-ce qu'il me fait? Vous l'avez toujours ou vous voyez toujours mes messages? Oui, on voit toujours. D'accord. Et donc le point, c'était justement de pouvoir pousser ces technologies qui ne restent pas dans les cartons. Alors, je fais un petit rappel, c'est que le point de départ, c'est vraiment TRL3 et 4. Et je vais juste un peu rappeler, parce qu'on a eu de très grosses surprises, nous, même au niveau de l'interview.
où il y avait quand même quelques différences entre TRL3 et TRL4. Alors, je rappelle très rapidement que le TRL1, c'est vraiment les premiers principes, hein, c'est ceux qui sont observés. Alors, par exemple, là, ça peut être, on observe que le kérosène a une tendance à exploser. Le TRL2, ça va être qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le kérosène, et on est surtout sur de l'analyse analytique, hein. On n'est pas encore sur l'expérimental au niveau TRL2, et on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec le TRL2. Le TRL3, justement, c'est vraiment le point de départ. Alors, on préfère, nous, le monde du jury, que les TRL soient au niveau 4, mais le TRL3, c'est qu'on va avoir aussi bien les études analytiques que les études en laboratoire. Et on est vraiment sur l'élément en question. Pour l'instant, on n'est pas sur, en fait, l'assemblage, en fait, sur l'assemblage de composants. Donc là, par exemple, au niveau TRL3, on a vu que le kérosène explosait. On va essayer de réaliser en fait des expérimentations pour voir est-ce qu'il est possible de soulever en fait quelque chose dans les airs. Et ensuite, celui qu'on préfère, en fait, on est à TRL4, on a en fait un prototype qui est fait de briques et de broc. Hein. C'est en fait, on va tester un ensemble donc qui soit intégré, mais vraiment où les objets ne sont pas encore un produit fini, pour voir si en fait c'est possible de marcher ensemble. Là, on est typiquement sur un concept de laboratoire. On a pu réunir les composants et on essaie de les tester. Là, dans le cas de ma fusée, on va assembler une pompe, un compresseur, une buse qui sont séparés. On va voir, si ça marche. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on passe, nous, on est entre TRL4 et TRL6. À TRL6, par contre, vous avez un produit qui est presque un produit fini. Hein. C'est vraiment la différence entre le 5 et le 6. Il y a un gap, et ça, on regarde bien si justement ce gap est dans le dossier, et que vous nous présentez bien, ce gap, pour avoir en fait un produit qui est en fait presque fini, qui sera testé dans un environnement représentatif. Alors, ce que nous on regarde au niveau, du monde du jury, c'est est-ce que votre technologie, est-ce qu'elle a le potentiel de créer de nouveaux marchés ou d'avoir un impact significatif sur des marchés existants. Alors, c'est très, très important en fait de voir cet impact. Donc là, il y a c'est purement technologique. C'est un peu comme la voiture à l'époque ou la télévision. On était vraiment sur en fait des nouveaux marchés. Le moment est-il bien choisi pour choisir cette technologie? Alors, comme vous savez, il y a un peu le crossing the chasm où c'est pour ça qu'on fait en fait, on regarde à la fois le côté technologique mais business. Est-ce qu'il va y avoir une adoption, des utilisateurs finaux par rapport à cette technologie? C'est pour ça qu'en fait, lorsque les gens nous présentent leur dossier, il faut nous montrer que vous allez un peu sortir du bureau, sortir du laboratoire et en interroger, les utilisateurs finaux. Parce qu'en fait, votre technologie va être, dans un écosystème et il va falloir bien nous montrer, nous, aux membres du jury, que vous prenez en compte quelque part cet écosystème. Alors cet écosystème, il peut être de deux choses. Il peut être d'une industrie émergente. Hein. Alors, on va prendre là, par exemple tout ce qui est quantum computing, où là, il y a tout à créer. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs, il n'y a rien, en fait, rien n'est structuré. Hein. Et vous allez avoir, en fait, des fois une industrie qui est mature, et vous allez arriver avec quelque chose de complètement nouveau, où vous allez complètement perturber cet écosystème, et de voir comment, en fait, cet écosystème va répondre. Alors, il ne faut pas oublier que cet écosystème, il va être composé d'acteurs, qui sont aussi bien des compétiteurs, des influenceurs. Il va y avoir des partenaires et des utilisateurs finaux. Ce qu'on veut regarder aussi, nous, c'est que si vous êtes dans une industrie émergente, la réglementation n'existe pas forcément. Mais par contre, la réglementation actuelle peut être un frein, à une industrie émergente. Donc, il faut nous montrer, en fait, que vous avez pensé un peu à regarder. Alors, on ne vous demande pas d'arriver avec une liste complète, hein, vous avez 3 ans pour le faire. Mais lors de l'interview, il faut nous montrer que vous avez pensé justement à quel est l'écosystème, en fait, que vous allez essayer de mettre en place. Alors, les plans financiers, ça fait partie des autres critères. Il faut nous montrer aussi que, voilà, vous partez de TRL3 à TRL6, vous allez avoir donc des financements, alors c'est à 2,5 millions d'euros, ça peut des fois monter un petit peu plus. Hein. On peut monter un peu plus si c'est bien vraiment justifié, et d'aller un petit peu plus au niveau 36 mois si vraiment c'est justifié. Et donc, mais par contre, à la fin de TRL6, il va y avoir une suite. Donc, nous, il faut nous montrer en fait que vous avez un petit peu anticipé cette suite. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent pour monter en TRL, mais à la fin de TRL6, pour aller vers l'accélérateur, il va falloir gérer beaucoup plus d'argent, parce que c'est à ce niveau-là que lorsqu'il va y avoir la production, lorsqu'il va y avoir les ventes, le commerce,
le besoin en investissement va être beaucoup plus important. Et on voit, nous, la différence entre justement les scientifiques et les entreprises. Les entreprises sont beaucoup plus à l'aise justement pour chercher des financements, alors que pour les scientifiques, c'est encore quelque chose qui doivent nous trouver. Et des fois, alors c'est pas un désavantage, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, il faut y penser, il faut pouvoir montrer aux membres du jury que vous êtes conscient qu'il va y avoir besoin de financement dans le futur et que vous avez prévu en fait d'aller pendant ces 3 ans aller voir des VC, aller voir des business angels ou de rechercher du financement pour la suite. Alors, on vous pose aussi un plan B. Il faut savoir que dans tout projet d'innovation, il y a une très grosse part de serendipity, comme disent les Américains, où vous allez avoir des fois quelque chose qui ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas, quel va être un peu le plan B? Qu'est-ce que vous avez prévu pour anticiper, pour justement, si le plan initial rencontre un problème, que ce soit technologique ou au niveau business, vous vous rendez compte que le marché que vous avez sélectionné au démarrage, en faisant vos interviews, en fait, c'est plutôt un autre marché qui serait beaucoup plus, qui serait plus facile d'atteindre en premier. C'est pour ça que le modèle commercial proposé, on va regarder si ce que vous avez proposé comme modèle commercial. Alors, on ne va pas vous demander tous les détails. Comme je rappelle, on est en transition, on n'est pas en accélérateur, mais il faut que vous nous montriez que vous avez pensé à quelques utilisateurs, vous avez pensé à vous pourriez vendre votre technologie de cette façon, que vous allez tester, vous avez 3 ans pour le tester, donc c'est le moment justement de tester un peu ces hypothèses que vous avez faites, mais il faut nous montrer justement que vous êtes conscient qu'il faudra mettre un modèle commercial à la fin pour passer en fait accélérateur, parce qu'accélérateur, vous devriez, ça sera amplifié en fait. Mais toute cette partie business, il faut justement nous montrer qu'elle fait partie en fait, que vous l'avez anticipé. Alors, on raisonne beaucoup en termes de MVP, donc Minimum Viable Product. Nous, ce qu'on va regarder aussi, c'est le MVE, qui est le Minimum Viable Ecosystem, c'est-à-dire quel est le nombre en fait, de partenaires minimum qu'il faut mettre en place pour créer de la valeur. Il faut savoir que la création, la proposition de valeur, pour l'instant, c'est juste une proposition. La proposition de valeur, elle est hypothétique, sinon, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un marché mature, on connaît déjà tous les acteurs, et là, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être dans le programme transition. Donc, cette proposition de valeur qui est hypothétique, il va falloir justement la valider en allant voir les acteurs, les utilisateurs, aller parler justement au marché, à l'écosystème, et de créer ce qu'on appelle, de nous montrer que vous avez pensé à ce minimum viable ecosystem qui va pouvoir créer cette valeur. Donc, vous faites, il y aura de toute façon des hypothèses internes qu'il va falloir aller vérifier sur le terrain, et c'est ce qu'il va falloir nous montrer lors de l'interview. Alors l'équipe, c'est sûr que l'équipe c'est aussi importante que la technologie, sinon plus. C'est un peu aussi je dirais, le biais qu'il y a entre les entreprises et les scientifiques qui viennent justement déposer des projets. C'est qu'on voit que les entreprises, elles ont déjà, il y a quelqu'un dans le marketing, il y a quelqu'un dans le commerce, il y a un business développeur, il y a un CEO, c'est déjà bien rodé, et ça on le sent. Et par contre, au niveau scientifique, alors, on en tient compte, bien sûr, il ne faut pas s'imaginer qu'on va prendre que des entreprises, on en tient bien compte, mais il faut nous montrer, par exemple, que vous êtes scientifique, mais que vous avez besoin de chercher un CEO parce qu'il vous manque justement la partie business, et ça, il nous faudra justement nous montrer que vous êtes conscient justement des forces et des faiblesses de votre équipe. Ça, c'est vraiment ce qui est important pour nous montrer que vous allez être capable en fait de porter après cette technologie et d'aller le plus loin possible au niveau des TRL et puis de pouvoir passer en fait au niveau accélérateur. Il faut aussi regarder quels sont les risques. Alors c'est vrai qu'au niveau technique, au niveau scientifique ou autre, on est très fort pour voir, là il risque d'avoir un risque scientifique ou technique. Alors on va essayer si ça marche pas, on va essayer de faire ça. Donc ça en fait c'est un peu le classique. Mais par contre, il faut nous montrer, parce qu'il y a des fois on a eu aussi des surprises où les gens, même au niveau technique, c'était un peu borderline. Par contre, c'est le côté commercial. Et donc, le côté commercial, c'est vraiment assez compliqué, je dirais, d'anticiper des risques qui vont être un succès ou autre commercial, puisque, comme je disais, il y a toujours une part de serendipity. On fait des hypothèses en interne qui, des fois, vont changer en fonction justement des interviews qu'il va y avoir. Mais il faut nous montrer, justement, que vous êtes conscient, justement, qu'il y a un risque au niveau commercial, mais que en fait, vous allez mettre en place telle ou telle méthode, par exemple d'interview ou autre, pour aller interviewer le marché et voir si ce que vous voulez proposer
tient la route et répond vraiment aux besoins. Est-ce que c'est vraiment un must to have et non juste nice to have? Et aussi au niveau du marché, des fois, ça arrive qu'en fait, on est en avance par rapport à son temps et qu'il faut créer en fait cette demande. C'est déjà arrivé dans le passé où en fait, on a une super technologie, mais la demande, en fait, les gens ne réfléchissent que par rapport aux solutions qu'ils connaissent et il va falloir un peu les éduquer par rapport à, je dirais, aux besoins qui sont latents, qu'ils ont, mais qui n'ont pas forcément exprimés parce qu'ils réfléchissent par rapport à une solution qu'ils connaissent. Alors, moi, en tant que membre du jury, nous, ce qu'on fait pour résumer, c'est qu'on va justement vous poser des questions candidats. On va voter un go-no-go à la fin de cette séance et on va à la fin faire en fait la rédaction d'un rapport de synthèse. Alors, j'ai expliqué beaucoup plus en détail un peu les étapes de cette interview. Là, je vais juste très brièvement dire comment ça se passe. En fait, il y a un briefing de 10 minutes où nous, entre membres du jury, on va expliquer, il y a un membre qui va expliquer quel va être le projet qui va être interviewé. On regarde bien sûr, on check toutes les ID. L'interview, elle va durer à peu près 10 minutes de pitching. Alors, on demande à respecter le temps. Alors, en général, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai expliqué dans notre webinaire, il faut vraiment s'entraîner par rapport aux interviews. Hein. Il faudrait répéter pour que ce soit, je dirais, quelque part fluide. Alors, il y en a certains qui ont, même des grands groupes, qui ont dépassé un peu des fois les 10 minutes de pitching. Alors, on fait un petit rappel hein, à l'ordre, gentiment. Et après, vous avez 35 minutes de questions-réponses où chaque membre du jury, en fait, on est entre 5 et 6, va vous poser des questions justement sur ce que nous avez présenté. Et ensuite, nous, on va avoir une décision à la fin pour voir si on part sur un go ou si on part sur un no-go. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, l'interview, ça ne va pas être une interview type Dark Vador. Hein, tout le monde est, je dirais, aide, il y a une entraide. On sait que c'est stressant hein, d'avoir une interview. Enfin, les membres du jury savent parfaitement que c'est stressant. Donc, on ne va pas vous mettre, je dirais, une grosse pression. Il y aura par contre des questions pertinentes hein, à la fin. Ça, c'est normal. Hein, s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou autres. Mais on ne va pas, si quelqu'un un peu perd ses moyens, on essaye de remettre ça dans le bon chemin. Donc voilà, un peu la présentation que j'ai par rapport au Sud5, par rapport en tant que membre du jury évaluateur. Donc je suis prêt pour les questions. Bon, on va passer à Slido et les gens peuvent aussi lever la main, il ne faut pas hésiter. Déjà, je vois qu'il y a une remarque dans le chat qui est intéressante également. Je vais la lire. Hein, pour qu'il faille monter une équipe structurée ou avoir conscience des manques à combler. Mais il ne faudrait pas que cela se transforme en doctrine selon laquelle le scientifique doit forcément recruter un CEO pour sa boîte. Les chercheurs sont souvent bien armés pour piloter des startups deep tech, dont la démarche pour trouver le bon couple produit-marché, le bon modèle éco ressemble à un projet de recherche. En fait, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, peut-être Arnaud, je vais vous laisser répondre juste après, mais on a des exemples totalement d'entreprises qui sont lauréates, qui sont portées également par des chercheurs, comme on a l'exemple inverse avec des CEO qui sont recrutés pour le projet. Arnaud, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Oui, tout à fait. Alors nous, on voit en fait, il y a des chercheurs qui sont de vrais businessmen, hein, je dirais, c'est pas. Mais par contre, il y a aussi le chercheur un peu qui est dans sa tour d'ivoire. Et on a eu en fait plusieurs cas où en fait on voit qu'il manque en fait. Il y a un manque au niveau de l'équipe, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment que le scientifique, mais on ne voit pas qu'ils sont conscients en fait justement de ce manque de l'équipe. Donc c'est pas une généralité, hein, c'est vraiment un peu au cas par cas. Hein. Et donc c'est pour ça qu'on nous demande que lorsqu'ils nous présentent, les gens nous disent voilà, on est bon au niveau scientifique, on a un marketeur, mais il nous manque quelqu'un au niveau, je dirais, commercial ou au niveau donc ils sont conscients, mais ils ont 3 ans en fait un peu pour le trouver, pour le chercher. Comme je rappelle, on est en transition, on n'est pas accélérateur. On sera en accélérateur, vous n'êtes pas avec votre équipe, là ça serait un problème. Là on est en transition, vous avez vraiment 3 ans un peu pour construire l'équipe. Mais il faut nous montrer voilà que vous connaissez vos forces et faibresses au niveau de l'équipe. Oui, il y a une vraie montée en compétences qui est faite lorsque vous êtes lauréat transition. En fait, vous avez accès à beaucoup d'aides, à beaucoup de formations. Comme le dit Arnaud, en fait, on n'a pas les mêmes attentes que quelqu'un qui vient faire des levées de fonds directement pour une prise de part au capital. On sait que vous êtes encore dans cette phase de transition. Donc, il y a vraiment une indulgence là-dessus, mais il faut bien sûr montrer les bases qui sont très solides. Donc, merci Chiara à partager l'écran des questions. Alors, je ne sais pas, Chiara, je te laisse la parole pour commencer à lire les questions, voir comment répondre. Il y en a certaines qui se ressemblent, donc on va pouvoir faire une pierre de coups. Oui, je ne suis pas sûre pouvoir les trier, mais j'ai remonté
La première, celle-ci, qu'est-ce que vous appelez projet européen? Un projet conduit par une personne physique ou morale européenne, française? Tout d'abord, avant de répondre, n'hésitez pas, si vous êtes la personne qui a posé la question et que vous souhaitez plus de précision, qu'on ne répond pas bien à votre question, n'hésitez pas à prendre la parole pour repréciser. Donc, je pense qu'on a un peu répondu dans la suite de la présentation à cette question. Je pense qu'elle visait à comprendre de quel type de projet européen, quel type de projet européen était éligible pour la transition. Xavier, peut-être c'est vous qui avez posé la question. Vous voulez... On ne vous entend pas parce que votre micro est en mute. Eh bien, je fais attention de couper le micro, donc voilà, le micro est coupé. Oui, là, bon, moi, je suis dans un cas autre qui malheureusement ne concerne pas forcément la globalité. Habituellement, les projets scientifiques sont portés par une université, un grand centre, etc. Et c'est exceptionnel, mais c'est logique aussi pour un projet de rupture que ce soit porté par une personne physique qui a créé une entreprise. Est-ce que ça rentre, dans la mesure où je suis français, dans un projet européen? Et par ailleurs, j'ai travaillé avec des universités européennes, avec l'armée française, etc. Mais effectivement, ce n'est pas la truc habituel. Tout à fait. Toute entité juridique, à partir du moment où c'est une entité juridique, donc une personne morale peut, issue, je dirais, d'un pays européen ou d'un pays formellement associé, alors on n'est pas rentré dans les détails, au programme Horizon Europe, peut déposer un projet à Horizon Europe, et puisque c'est de ça qu'on parlait aujourd'hui. Oui, une personne physique. En fait, vous pouvez, parce que tu disais une personne morale, Laurent, mais je pense que c'est dans le cas d'une personne physique, vous pouvez déposer. En l'occurrence, il n'y a pas de problème puisque j'ai créé une entreprise. Donc, ah oui, en plus, si vous avez déjà votre entreprise. Mais voilà. Sachez que vous pouvez aussi, en soi, je ne sais pas si on a des exemples, j'en ai pas noté, mais sont totalement éligibles les personnes physiques également. Mais au départ, c'était effectivement une personne physique qui portait un projet puisque mon hôpital n'avait pas voulu s'en occuper. Donc voilà, j'ai fait tout ça. D'accord, ok. Bah, pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas pour la question sur les projets européens, ce que c'est. C'est vraiment un projet qui est financé dans le cadre d'un appel européen. Et pour le cas des projets éligibles, vous avez la liste éligible aux transitions, dont les résultats sont éligibles aux transitions. Vous avez la liste qu'on vous a fournie dans la présentation. La deuxième question, j'avance si c'est bon pour vous, Xavier. Alors, oui, tout se fait en anglais, oui, tout se fait bien en anglais au niveau de l'interview. Oui, tout est en anglais, la rédaction, l'oral, tout est en anglais. Ah, c'était une question sur le chat? Non. En dessous, non, c'est en dessous, mais c'est vrai qu'elle est rapide. Ah, ok. Donc, est-ce que le succès au concours de création d'entreprises innovantes du ministère de la Recherche Fonds européen, maintenant ILAB, correspond aux critères d'entrée? Non, ce n'est pas suffisant. Donc, pour soumettre une transition, il faut s'appuyer sur les résultats listés dans des projets qu'on a présentés tout à l'heure. Ça peut être intéressant d'avoir été lauréat d'Anilab. Ça fait partie, on va dire, du profil du curriculum du déposant, si je peux dire. Mais ça peut être voilà, une façon de se présenter, mais ce n'est pas un des critères d'entrée suffisant. Oui, ça peut être une marque Elsa, Laurent, ni nécessaire, qualité, ni ouais. nécessaire, Oui, ni oui. suffisant. Ni nécessaire, ni suffisant, oui. Les consortiums. Ah, pardon, vas-y, c'était pour t'alléger, pour alterner, pour pas que tu fasses tout toute seule. Non, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Oui, non, les consortiums monobénéficiaires ou de deux bénéficiaires peuvent-ils être des laboratoires universités ou uniquement entreprises? Il n'y a pas de limite. Donc, la réponse est oui, ils peuvent être des laboratoires universités, pas uniquement d'entreprises. Comme Arnaud l'a dit tout à l'heure, il est important que tous les rôles, tous les expertises nécessaires à la réalisation du projet soient bien représentées et bien présentes. Toutefois, peut-être juste pour compléter, pour ceux qui connaîtraient, dans le cas d'un monobénéficiaire entreprise, si vous allez jusqu'à l'oral et que vous n'êtes malheureusement pas retenu à l'issue de l'oral, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle un saut d'excellence qui vous permet je dirais, d'aller
alors bien sûr, vous pouvez retenter, mais dans l'EIC Transition, on sait que les critères d'éligibilité calendaires font que c'est parfois pas possible de retenter. Et que du coup, si ce n'est pas possible, vous pouvez, grâce à ce saut d'excellence, aller voir d'autres guichets, d'autres financeurs. Et ce saut vous permet de certifier que vous avez une évaluation très bonne de la part d'un jury européen. La prochaine, que signifie pays issu d'un projet européen concrètement? Voilà, c'est la propriété intellectuelle. Oui, voilà. En fait, quand vous faites un projet, par exemple, type Pathfinder ou RCPOC, vous allez générer de la propriété intellectuelle sous une forme, ça peut être un brevet, par exemple. Et c'est ces résultats-là qui peuvent être exploités dans le cadre d'une transition. Donc, pour pouvoir déposer votre transition, pour pouvoir être éligible, ça veut dire juste qu'on autorise l'évaluation sur votre projet, il faut que vous vous basiez sur de la propriété intellectuelle qui a été générée dans le cadre d'un projet européen. Un projet européen étant un projet Horizon Europe et dans le cadre d'une transition, une liste bien précise de ces appels Horizon Europe. Alors, je vais même rajouter une chose, c'est au niveau de l'API, par exemple, par rapport à un logiciel. De plus en plus, on utilise des logiciels open source. Ces logiciels open source sont souvent reliés en fait à des licences, donc que ce soit MIT, Apache, GPL. Et ça, on regarde, il faut bien nous expliquer qu'il n'y aura pas de problème justement au niveau de la distribution par rapport à si vous avez en fait un logiciel en tant qu'actif pays. Alors, je vais peut-être répondre à une question qui est pas dans le chat, enfin qui est dans le chat, mais pas dans le. Est-ce que les taux de succès sont très différents entre transition challenge et open? Et est-ce que les quantités de financement destinées aux uns et aux autres sont fixées en amont? Alors oui, chaque appel transition open ou transition challenge a un budget qui est connu en amont. Et les taux de succès aux appels challenges, du fait que vous cumulez un sujet imposé et un nombre de projets éligibles réduit, fait que le taux était plus fort en 2021 et 2022, puisqu'il approchait, sauf erreur de ma part, on était pas loin de 25, voire plus, 25%, ce qui est assez exceptionnel pour un appel à projet Horizon Europe. Donc c'est pour cette raison notamment que en 2023, l'EIC a ouvert l'éligibilité, Chiara le mentionnait tout à l'heure, de l'EIC Transition Challenges, uniquement le Challenges, donc les 3 challenges de cette année, à tout projet Horizon 2020 ou Europe, enfin c'est plutôt 2020, antérieur. À condition bien sûr qu'il soit au bon niveau de TRL. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un projet Horizon 2020 qui ne serait pas au niveau de TRL attendu d'un projet transition. Et qui respecte les autres règles de 24-12 mois qu'on a pu vous présenter. Juste pour préciser, juste les taux de succès très rapidement. Pour 2022, on est sur les Open à 15% au niveau européen. Et niveau challenge, on est à 31% en 2022 également. Voilà. Et en France, on a eu un beau taux de succès sur les challenges. On a eu 67% de réussite en 2022. Donc, vous voyez, on ne l'a peut-être pas dit suffisamment. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aussi aujourd'hui. C'est que c'est un instrument qui est peu connu, qui certes a des critères d'éligibilité un peu stricts, mais qui a un bon taux de succès malgré tout à l'arrivée. Les 2 prochaines questions sont liées, je pense. Si je comprends bien, pour postuler à un projet EIC Transition, il faut avoir déjà participé à un projet européen. C'est également pour une transition open? Non, comme on l'a dit, on ne doit pas avoir nécessairement participé au projet européen, donc avoir été partenaire du projet européen sur lequel la transition s'appuie. Transition open et challenge, c'est les mêmes règles ou similaires. Enfin, la liste des projets d'appui éligibles change un peu pour les deux, mais l'idée est la même. Donc, pas nécessairement faire partie du consortium de départ, mais il faut avoir l'autorisation de l'exploitation de la propriété intellectuelle ou des résultats du projet de départ. Et il faut le prouver par une lettre. Tout à fait, c'est ce qu'on regarde. On demande la lettre justement
de transfert de technologie, de licensing. Et juste pour ajouter, on l'a déjà dit, mais on a vraiment des exemples de projets qui sont lauréats en 2022, qui ont été lauréats en 2022, d'entreprises qui font un travail de veille. En fait, effectivement, ça vous demande d'aller faire de la veille, mais le gain est quand même assez considérable d'avoir un financement de 2,5 millions pour financer son transfert technologique. Et on a en tête, vous pouvez retrouver de toute façon les résumés avec le nom des entreprises lauréates sur le Funding and Tenders, mais une entreprise qui s'appelle Cherry Biotech qui a fait de la veille, a récupéré les résultats d'un projet dont il ne faisait pas partie de base. Ils ont travaillé en amont, en collaboration avec les propriétaires de l'API pour s'assurer qu'il y a un vrai transfert, par exemple, du savoir-faire aussi qui est lié à l'API. Ils ont déposé le projet en mono-bénéficiaire et ils ont été lauréats. Et c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Effectivement, ça demande d'aller faire de la recherche. Et aussi, j'en profite pour faire un point là-dessus qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant. En fait, la brique de résultats éligibles de pays que vous allez intégrer dans votre projet n'a pas obligation à être le centre et l'épicentre de votre technologie. Ça peut être une plus-value. Il faut qu'il y ait une cohérence, ça c'est sûr. Il faut vraiment qu'elle apporte une plus-value, cette brique technologique. Mais c'est pour ça qu'on met l'accent sur peut-être que vous avez un projet en interne à votre entreprise, d'un développement technologique, d'un transfert tech, et vous allez chercher des résultats éligibles qui sont complètement complémentaires et bénéfiques, peut-être qui apportent quelque chose en plus à votre projet initial et qui rendent donc votre projet éligible à l'EIC Transition. Par contre, je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que l'API va être regardée par les investisseurs. Donc, si vous avez justement une pays qui est forte, vous aurez plus de chances d'être, financé par la suite au niveau des levées de fonds. Donc, l'API n'est pas à prendre à la légère et nous, on regarde vraiment consciencieusement ce que vous avez en fait comme pays. Donc, est-il possible d'entrer dans un consortium lors du dépôt d'une transition sans avoir fait partie du consortium durant le Pathfinder? La réponse est oui, donc par conséquent de ce qu'on vient de dire. Alors, avant qu'on réponde à la prochaine question, il y a encore quelqu'un qui s'est exprimé dans le chat et je pense que ça vaut le coup de répondre maintenant parce qu'on est un peu sur le même sujet. Pourquoi cette règle? Alors, cette règle, il y a deux réponses. La règle elle est dans le programme de travail, donc on s'y plie. Mais pourquoi je pense que politiquement, il faut comprendre que l'EIC, on l'a mentionné, mais Arnaud Côté l'a dit tout à l'heure dans son introduction, l'EIC, c'est une volonté de l'Europe d'un regain je dirais à la fois de faire émerger des pépites, des licornes, voire des centaures, mais aussi d'un regain de souveraineté technologique dans un certain nombre de domaines industriels. Et de ce fait, la priorité pour l'Europe est de faire en sorte que les projets qui sont financés au niveau du Pathfinder ou dans, je dirais, le Conseil européen de la recherche, donc des projets amont, qu'on priorise la valorisation de ces projets. Et déjà aujourd'hui, peut-être, on peut le dire rapidement, l'évaluation de ces projets Pathfinder a déjà évolué par rapport à ce qu'étaient leurs ancêtres qui s'appelaient les Future et Emerging Technologies, et qui visent déjà à cette maturation et à cette exploitation et cette croissance sur le marché derrière. Donc pour l'instant, le budget de l'EIC étant ce qu'il est, on privilégie dès l'émergence de POC à fort potentiel d'exploitation, l'accélération d'entreprises ayant déjà des résultats au 5-6 et le budget de l'EIC Transition étant plus faible, on va prioriser de maturer, je dirais, de faire vraiment le pont entre ces preuves de concept issues du Pathfinder et d'autres projets pour déjà les amener vers le marché avant de s'intéresser à d'autres projets qui n'auraient pas d'origine européenne. Alors, bien sûr, on est, nous, PCN, interrogés beaucoup par des gens qui ont des résultats TRL 3-4 qui ne viennent pas de projets européens. Mais voilà, aujourd'hui, les priorités politiques et budgétaires, on va dire, de la Commission font que l'EIC Transition a un peu moins de budget et donc on va prioriser ce continuum, donc maturer les résultats de projets avant de, peut-être demain, imaginer mettre plus d'argent européen sur cette vallée de la mort. Tout à fait, il faut savoir que Transition, c'est quand même assez récent par rapport au FET ou autre, au Pathfinder, donc c'est toujours work in progress au niveau de la Commission.
question rapide. Est-ce qu'on peut déposer un projet s'il n'y a pas eu de projet européen au préalable? C'est très lié à ce que Laurent vient de dire, donc c'est non. Il faut s'appuyer sur les résultats des projets issus de la liste. Est-ce qu'un labo anglais peut être leader du consortium? C'est une question piège. Qui c'est qui s'y colle? Je peux essayer de m'y coller. Après, Arnaud, vous me corrigez si je dis une bêtise. Mais alors, pour l'instant, le Royaume-Uni n'est pas associé. Alors, ça va venir. Oui. Donc, c'est qu'on est dans une période de flou. C'est-à-dire de transition. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que vous pouvez prendre potentiellement le pari de vous dire, enfin, on ne vous conseille pas, hein, mais de prendre le pari en vous disant, au moment de la contractualisation, donc c'est-à-dire mon projet accepté, le Royaume-Uni aura été associé entre-temps, donc tout ira bien. Mais par contre, le souci, c'est que si vous déposez avec un coordinateur britannique, et que au moment de la contractualisation, le Royaume-Uni n'a toujours pas signé son accord d'association, en fait, le partenaire britannique ne sera plus considéré comme un pays éligible. Et le souci là-dedans, c'est que si vous avez fait en plus reposer votre éligibilité là-dessus, imaginons, vous êtes 3, vous avez pris un Français, un Belge et un Britannique, et non, encore, ça pourrait le faire parce que vous pouvez être 2, donc c'est pas le cas le plus compliqué, mais si vous avez fait reposer, vous étiez dans un cas où toute l'éligibilité de votre projet retombait là-dessus, et que d'un coup, on vous enlève un partenaire d'un pays différent, le risque, c'est qu'on vous déclare votre projet comme inéligible. Et après, il faut aussi montrer que le projet tient toujours la route sans votre partenaire britannique. Donc, c'est un peu particulier d'intégrer, surtout en tant que coordinateur, d'autant plus un projet britannique. J'allais dire. Voilà. Il faut voir en tant que partenaire. C'est vrai que pour un coordinateur, après, si c'est un partenaire pays tiers, c'est-à-dire que c'est comme pour un Suisse, par exemple. Oui, mais il ne faut pas faire reposer l'éligibilité là-dessus. Voilà, faut le caractère de transition de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, est lié au fait qu'il y a une convention d'association qui va se faire. Et donc aujourd'hui, la version officielle, la réponse officielle, c'est de dire, qu'on ne vous conseille pas de suivre, c'est de dire, vous déposez comme si c'était un partenaire, un pays associé, et on verra au moment de la contractualisation. Mais si au moment de la contractualisation, comme vient de le dire Elsa, le Royaume-Uni n'a pas ratifié cet accord d'association, enfin, pas le Royaume-Uni et la Commission européenne, vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Donc, c'est possible d'avoir un labo anglais, mais il vaut mieux éviter de faire reposer le projet sur lui et donc la coordination. Voilà. Je vois une main levée, peut-être c'est à propos au sujet de cette question. Manuel? Oui, bonjour, merci à tous. Effectivement, c'est pour compléter parce que l'autre problème, c'est que la techno et donc le projet européen issu, qui nous permet d'être éligible aux transitions, c'est ce labo anglais qui le porte. Donc, c'est pour ça qu'il souhaite être leader. Mais du coup, d'après ce que j'ai compris dans la discussion avant et l'exemple de Elsa avec Cherry Biotech, c'est qu'on pourrait potentiellement prévoir un transfert de tech de ce labo vers notre société. Il faudra avoir une lettre. OK. Ce qui n'empêche pas de l'avoir comme partenaire. Mais oui, c'est ça, ouais. Au pire, il sera partenaire d'un pays tiers. Très bien, merci. La prochaine question, un RTO peut-il être le coordinateur d'un projet de transition ou est-ce plutôt un industriel? Est-ce qu'un grand groupe peut être coordinateur? Alors, pas de grand groupe. Si, il peut être coordinateur, mais pas monobénéficiaire. Voilà, oui. Oui, en effet, oui, j'ai entendu, oui, coordinateur, mais c'est vrai, coordinateur d'un partenaire, oui, d'un partenariat, oui. Pas monobénéficiaire, oui, merci Elsa de la précision. Un office de transfert technologique, c'est RTO, si j'entends bien, ça peut être une SAT ou d'autres offices de ce type-là, peuvent être coordinateurs d'un projet de transition. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Encore une fois, il faut que les expertises soient là et que ça soit cohérent par rapport au rôle
Tout à fait, c'est vraiment la cohérence. C'est cette cohérence-là, oui. Nous, on n'en a pas eu. Hein. Personnellement, je n'en ai pas eu de RTO parmi mes projets. Et c'est vrai qu'on en voit peu, nous aussi, on en a vu peu dans les projets dont on a connaissance. Quel est le niveau de propriété intellectuelle requis pour répondre à un AAP EIC Transition? Peut-être, je n'ai pas bien compris la question. Oui, est-ce que c'est une question sur les TRL ou Il ne faut pas hésiter à prendre la parole si vous voulez préciser votre question. Il n'y a aucun souci. Mais après, pour rappel, on va le redire, mais un TRL 4 dans l'idéal, 3 au minimum. Après, le format de l'API, en soi, tant que vous avez les droits d'exploitation et que vous en avez la preuve écrite, c'est surtout ça qui importe. Le format n'étant pas, il n'y a pas une obligation à ce que ce soit via un brevet, obligatoirement, etc. Même si c'est le format le plus courant. Oui, bonjour. En fait, effectivement, j'ai posé cette question. C'était dans l'idée de l'analyse du marché ou de la propriété intellectuelle qui est fait en amont du projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est censé être exhaustif ou ça fait justement partie du projet et de la maturation qui a lieu pendant le projet? Ça peut être fait pendant le projet. Il faut nous dire que vous allez faire une liberté, enfin, vérifier déjà qu'il y a la brevetabilité. Hein. En théorie, ça dépend en fait si vous avez déjà eu le rapport de recherche ou pas au bout des 9-12 mois. Si vous êtes toujours sous le radar, hein, est-ce que vous êtes passé 18 mois où il y a la publication? En fait, nous, si vous nous dites que voilà, on va faire quand même une étude de freedom to operate, désolé, je le fais en anglais, mais il y a des fois, il y a le mot anglais qui... C'est exactement ça. Donc, si vous dites que vous faites freedom to operate pendant la transition, pendant le programme de transition, oui, ça nous convient, ça. D'accord. Et c'est très en lien avec la prochaine question. Une première analyse de l'API suffit-elle ou la liberté d'exploitation totale doit-elle être vérifiée en amont? Donc, alors, l'analyse de l'API, hein, des fois, si vous avez déjà le rapport de recherche au bout des 9 mois, on voit déjà où est-ce que vous en êtes, ça. Alors, ça dépend, oui, à quel moment, en fait, a été déposé, si c'est le cas d'un brevet. Hein. Mais sinon, oui, nous, on nous demande voilà, que vous fassiez quand même une étude de la liberté d'exploitation pendant la transition. Ça c'est quand même un gros plus qu'on apprécie beaucoup. Je pense que sachant, alors, je compléterai, sachant en plus que vous avez quand même 36 mois, donc des fois, il y a des brevets qui vont arriver au niveau des 31 mois où vous allez devoir choisir justement les régions ou les pays. C'est en fait aussi nous expliquer que c'est aussi là où je fais juste une petite aparté sur le financement, parce que la PI, elle doit être financée. Donc, il faut nous montrer aussi qu'il faudra financer cette PI à la fin du programme de transition. Parce que lorsque vous allez choisir les pays, c'est là que les coûts en fait, peuvent exploser. Et il faut nous montrer que vous avez prévu en fait, là, le financement de la PI pour la suite. Merci. Lors de l'interview, l'entretien Chiara, je pense qu'on peut passer, on peut répondre à la suivante aussi, parce que c'est dans le même acabit. Oui, tu as raison, merci. L'API issue d'un projet intérieur compatible embarqué dans le projet peut-elle être accessoire, c'est-à-dire être une partie non majoritaire de l'API du projet initial, j'ajoute. Je dirais que oui. Oui, bien sûr, non, ça c'est pas un problème. Après, il peut y avoir aussi une grosse partie de savoir-faire. Faut toujours voir après par rapport aux investisseurs par la suite. C'est ça que nous on regarde, c'est que les investisseurs, lorsque vous dépassez sur l'accélérateur, ils vont regarder cette PI. Donc il faut voir qu'en fait qu'il y a quand même une certaine cohérence et que vous avez quand même des actifs, parce que les investisseurs en fait ils vont un peu miser sur les actifs que vous avez. S'il y a un problème. Je peux préciser la question, en fait, c'est parce qu'on est sur un projet qui coche pas mal de cases, mais qui est issu de projet ANR et pas de projet éligible. On a déjà pas mal de brevets, 7 brevets. Donc on a une PI assez forte, mais la question c'est qu'avec tous les outils que vous avez présentés, je me pose la question d'aller faire une veille pour voir si on n'aurait pas des briques technologiques qu'on pourrait rajouter issues de projets éligibles, parce qu'aujourd'hui ce qui nous manque en fait pour pouvoir candidater, c'est de ne pas être issu. Alors, tout à fait, hein, c'est un projet compatible. Oui, mais ça ne sera jamais, on va dire, il y a peu de chances pour que la PI qu'on identifie qui nous permettrait d'être éligible devienne majoritaire. On a déjà une propriété intellectuelle. Non, mais si ça vous apporte de la valeur ajoutée justement à ce que vous avez déjà, c'est ce que vous devrez montrer. Hein. C'est pas parce que des fois, même une petite chose fait qu'en fait, vous allez être plus forte, que en fait, votre produit à la fin va être beaucoup plus fort et sera plus attractif aux yeux des utilisateurs finaux.
Ok, donc c'est pas centré, c'est pas forcément centré sur la propriété intellectuelle issue d'un des projets. Non, c'est un tout. Hein. C'est-à-dire que voilà, si vous nous montrez que grâce à ça, vous allez avoir une meilleure, enfin une valeur ajoutée par rapport à ce que vous avez sans ça, c'est ce qu'il faut nous montrer. Très clair, merci. Donc, la prochaine, dans le cadre où ce serait un partenaire qui apporte le résultat d'un autre projet, mais il n'est pas leader, est-ce que l'on peut déposer ce type de projet? Oui. Tout à fait, c'est pas forcément le coordinateur, c'est un peu un lien avec une question qui a été posée aussi tout à l'heure. Et la dernière, lors de l'interview, l'entretien a-t-il lieu avec le coordinateur seul ou avec l'équipe projet également? Alors, je dirais, it's up to you, ça dépend vraiment de vous. C'est vrai qu'on préfère avoir une équipe pour montrer justement qu'il y a une complémentarité. Et comme je le disais, par contre, il faut vraiment travailler cette interview, c'est-à-dire montrer que c'est fluide, que lorsque vous faites présenter en fait les slides, on passe en fait d'un membre de l'équipe à l'autre. Par exemple, il y en a un qui va être plus commerce, un qui va être plus technique, et que ce soit fluide. Donc, on peut avoir un seul coordinateur, il peut y avoir juste une personne, ça nous est arrivé. Donc, mais par contre, on regarde, voilà, nous, on regarde cette fluidité. Donc, si vous le faites à plusieurs, c'est toujours une bonne chose. Et ça montre aussi justement la cohésion d'équipe. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose de fluide, on voit que les gens, en fait, se connaissent bien, qu'en fait, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'hésitation. Nous, on a eu un projet où on a dit non, parce que là, on voyait que l'équipe, même si la techno était très bien, ça ne matchait pas, quoi. Il y avait une incohérence entre les gens. Enfin, c'est décomposé des questions. Les gens ne savaient pas qui devait répondre. Donc, voilà, c'est ça que vous devez travailler si vous êtes à plusieurs. Et j'ajouterais, et c'est pourquoi au niveau du PCN, on propose, depuis l'année dernière, on propose pour chaque invité à l'oral un pitch d'entraînement pour justement alors soit une équipe, si c'est un consortium, soit si c'est un monobénéficiaire, soit le seul coordinateur, voire le coordinateur et d'autres personnes, hein, et en effet, pour s'assurer de la fluidité, du fait qu'il n'y ait pas, ça nous était arrivé, je dirais le CFO qui dit l'inverse du CEO ou voilà, que les gens soient bien raccords. Donc voilà. Donc sachez malgré tout que vous avez, enfin c'est quelque chose aussi qui rapproche le transition de l'accélérateur, hein, pour ceux qui connaissent. C'est pour ça que ça s'appelle transition. Vous avez très peu de temps pour préparer cette interview, puisque généralement, je crois que vous avez une quinzaine de jours entre le moment où vous êtes invité et le passage effectif. Donc cette quinzaine de jours, c'est l'opportunité de votre vie, j'allais dire, cette interview, donc il ne faut pas la louper. Donc cette quinzaine de jours, il faut vraiment se prévoir du temps pour dégager et s'entraîner pour être sûr, et également avoir un bon pitch deck, enfin une bonne présentation, pour voilà, être le meilleur possible et surtout pas négliger et prendre par-dessus la jambe cette étape qui peut, comme vous venez de le dire, Monsieur Côté, hein, ça peut remettre complètement en cause un projet qui pourtant, sur le papier, était très beau, quoi. Alors, chérie, il faut nous raconter une belle histoire. Voilà. Il faut nous faire rêver, nous, les membres du jury. Et et pour info, vous connaissez en fait la période où il va y avoir les interviews, vous avez une fourchette en amont, mais vous ne savez pas si vous allez être invité. Donc le mieux, c'est déjà de se préparer, d'avoir une belle idée. Et comme disait Laurent, c'est vraiment, il n'y a pas de magie, faut juste s'entraîner, le répéter. Et pour info, juste, vous avez le droit jusqu'à 5 personnes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour représenter votre projet. Donc voilà, c'est un maximum de 5 personnes, comme il y a un maximum de 5 partenaires finalement. Donc c'est pour rester cohérent. Du coup, je pense qu'il n'y a plus de questions. On a un peu dépassé, mais il y avait plein de questions intéressantes. Merci Arnaud d'être resté jusqu'au bout.
Et Pas de problème. merci à tous et à toutes d'être venus et d'avoir tenu jusqu'au bout également. J'espère que vous avez eu pas mal d'infos et que c'était assez clair pour vous. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter si vous voulez plus de détails, si des choses vous paraissent encore floues. Dans ce qu'on va vous fournir, il y aura le site internet qu'on a pu mettre en place. Vous avez des articles qui vous reprécisent tout ce qu'on vient de vous présenter. Et de manière générale, si vous êtes intéressé par cet appel, il y a eu un webinaire qui est en replay, qui est disponible sur le site. Je vous enverrai également ce replay-là, où vous allez rentrer plus dans les détails de l'interview, des critères d'évaluation, comment ça se passe, les étapes, etc., etc. Donc là, c'est pour rentrer dans le vif du sujet. Donc encore merci et on va vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.